Bon, là encore, je vais faire écho D'accord. Je vais faire écho aux questions en étant nécessairement frustrant. Enfin, je ne pourrais pas évidemment faire écho à tout. Je vous signale, s'agissant de tout le dossier sur les retraites, qu'à Réseau Salariat, nous avons fait un séminaire l'an dernier à la Bourse du Travail de Paris. Il y a 10 séances de 2 heures, 1 heure d'exposé, 1 heure de débat, dont l'actualité est évidente. Là, on a fait ça à 2 avec Nicolas Castel, un jeune collègue. Ces 10 séances ont été tournées, vous avez disponibles sur Nostra Blablatus, ça va? La chaîne Nostra Blablatus. Et la chaîne de Réseau Salariat aussi, si vous allez sur le site de Réseau Salariat. Les 10 vidéos en question, c'est un outil extrêmement utile. Et vous avez également le texte de ces 10 séances, complet, qui a été revu par les intéressés, etc., etc. Donc vous avez un outil qui est énorme, d'accord, et qui permet de poser la question des retraites dans le sens où je l'ai posée aujourd'hui. Pas dans le sens de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, puis qu'on lui les sous, et vous allez voir ce que vous allez voir. Dans le sens, il faut conquérir la souveraineté sur le travail. Et la retraite peut en être l'occasion. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Maintenant, je passe aux questions. Vous avez dit, lorsqu'on se bat avec les armes de l'ennemi, on est toujours battu. Alors nous demandons comment retourner les armes de l'ennemi contre lui pour le battre. Alors, ça devient subtil, effectivement. Oui, je ne voudrais pas que le mot solidarité devienne... que vous pensiez que pour moi, le mot solidarité est un mot à bannir. La solidarité, c'est un mot absolument magnifique. Ce que j'ai mis en cause, c'est la solidarité capitaliste. La solidarité capitaliste, c'est la solidarité de ceux qui ont envers ceux qui n'ont pas. J'ai, t'as pas, je suis solidaire de toi. Alors, j'ai un emploi, t'as pas d'emploi, je suis solidaire, je sais pas quoi, t'es malade, je suis bien portant, je suis solidaire, etc., etc. La solidarité entre les générations, enfin, toutes ces histoires-là. Appliquée au travail, à notre reconnaissance comme travailleur, cette solidarité-là doit être combattue. Mais il s'agit de retourner l'arme de la solidarité, bien sûr, parce qu'il faut une sacrée solidarité pour conquérir la souveraineté sur le travail dans nos entreprises. Il faut une sacrée solidarité pour par exemple, sortir de la concurrence. Une autre question, comment organiser et répartir le travail des TPE et PME au sein d'un même corps de métier pour casser la concurrence? Comment arriver à une solidarité de producteurs? Nous avons quelque chose que nous pourrions généraliser. J'insiste sur le déjà là. Le mouvement ouvrier, les travailleurs organisés ne sont pas des vaincus. Ce n'est pas des victimes. Le capitalisme, ce n'est pas une espèce de système qui génère des victimes avec lesquelles il faudrait être solidaire. La solidarité avec des victimes, laissons ça à nos adversaires. Lorsqu'on devient solidaire de victimes, c'est qu'on a renoncé à être révolutionnaire. Il s'agit de, au contraire, savoir lire ce que les travailleurs organisés ont été capables de construire comme déjà là alternatif. On a évoqué le statut de la fonction publique, on a évoqué le régime général de sécurité sociale, et justement, à propos de cela, prenons ce qui se passe dans les années 60, fin des années 50, années 60, début des années 70. Vous avez là, entre 58 et 75 à peu près, un changement mais colossal de la production de soins.
jusqu'aux années 50, la production de soins, c'est rien. Les soins de ville ne sont pas remboursés, puisque le premier conventionnement, c'est 1961. Jusqu'en 61, il n'y a aucun remboursement des soins de ville, aucun. C'est-à-dire seuls les gens très riches accèdent aux soins de ville. Les autres, ils vont à l'office d'hygiène sociale, ils font de la santé, ils bénéficient de la santé scolaire, de la PMI, enfin des trucs que Vichy a mis en place. Mais des soins de ville, il n'y en a pas. En tout cas, avec un public populaire. Les kinés, les infirmiers, les toubibs, tout ça, ça n'existe pas en soins de ville. À l'hôpital, jusqu'en 1941, il faut être indigent pour être admis à l'hôpital. Donc même les assurés sociaux de 1930, qui ne sont pas du coup indigents puisqu'ils sont assurés, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas indigents. Alors inutile de vous dire que l'hôpital, c'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. Et donc, vous avez, à partir du milieu des années 50, grâce à l'existence du régime général, un régime qui est géré par les travailleurs. C'était évoqué dans un des groupes ce soir. Jusqu'en 67, ce sont les travailleurs qui gèrent le régime pendant 20 ans, de 47 à 67. Ce sont les travailleurs qui gèrent le régime. Là, quand on regarde les archives de la CGT, il y a une fierté énorme de gérer l'équivalent du budget de l'État. Les travailleurs gèrent l'équivalent du budget de l'État, même plus que le budget de l'État au début des années 60. C'est De Gaulle qui va supprimer tout ça. De Gaulle est un adversaire acharné de la démocratie sociale, de la gestion par les travailleurs du régime général de sécurité sociale. Il va introduire le paritarisme. Paritarisme, ça veut dire patron, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Donc dès que vous êtes dans le paritarisme, c'est toujours patronal. Donc cette gestion par les travailleurs eux-mêmes de l'équivalent du budget de l'État va permettre une mutation formidable du système de soins. Et cela en dehors de la logique capitaliste. On me demande comment passer, comment sortir du capitalisme. Mais on a commencé à sortir du capitalisme. C'est pas demain, c'est pas un futur qui arrivera jamais. Surtout si ça a pris une étape socialiste, alors autant dire que ça n'arrivera jamais. C'est un déjà là. C'est un déjà là qu'il s'agit en permanence d'actualiser, de confirmer, de généraliser. Si on défend le statut des cheminots, il va disparaître, c'est évident. Les cheminots vont se trouver isolés, comme ils l'ont été il y a 2 ans, etc. Le problème, c'est de se battre pour étendre à tous le statut des fonctionnaires. Sinon, le statut des fonctionnaires, il va disparaître lui aussi. C'est dans les cartons de Macron. Il a été élu en disant qu'il allait supprimer le statut des fonctionnaires en plus. Donc c'est clair, il ment pas. C'est un fou furieux, c'est tout. Fou furieux du capital. Donc ce déjà-là du régime général, ça a permis quoi? Une hausse du taux de cotisation. Le taux de cotisation maladie est passé de 8% du salaire brut en 1945 à 16% du salaire brut à la fin des années 70. Il a doublé. Il est toujours à 16%. C'est-à-dire depuis 40 ans, il n'a pas bougé. Alors que pendant 35 ans, il a doublé. Mais vous n'imaginez pas la bagarre syndicale pour qu'il double. Il n'y a pas un tract syndical sans hausse des salaires direct, hausse du salaire brut, pour éviter que la hausse des cotisations entraîne une baisse du salaire net, hausse du salaire brut, hausse du taux de cotisation. Pendant 35 ans, une bagarre permanente pour des cotisations que les travailleurs gèrent eux-mêmes. Cette partie du salaire socialisé, ils la gèrent eux-mêmes contre les patrons et donc contre l'État. C'est l'État, les patrons vont s'appuyer sur l'État, les patrons s'appuient toujours sur l'État. L'étatisation, c'est toujours un instrument patronal. Et donc, ils ne sont pas contre l'État, les patrons, ils en ont un besoin éperdu. Et donc, imaginez Bouygues sans État. Ma foi, il n'y aurait pas de concession d'autoroute, il n'y aurait rien de tout ça. Il ne ferait pas son beurre. C'est les marchés publics qui font le beurre des groupes capitalistes. Donc, qu'est-ce que vont faire ces travailleurs organisés? Ils vont, grâce à cette hausse du taux de cotisation, c'est-à-dire grâce à cette socialisation de la valeur qu'ils produisent eux-mêmes,
ils la socialisent, eux. Ils gèrent cette partie socialisée. La partie socialisée, c'est celle qui est en plus que le salaire direct, hein, d'accord, hein, le salaire socialisé. Quelqu'un qui a un salaire de 2 000 € aujourd'hui, il y a 1 700 € de cotisation, d'accord, hein. Et ces 1 700, c'est la partie socialisée, qui était étatisée, hein, mais au départ, elle est gérée par les travailleurs eux-mêmes. Ces travailleurs vont utiliser cette manne considérable pour subventionner l'investissement hospitalier. On ne va pas faire appel au marché des capitaux. On ne va pas faire de partenariat public-privé, quand on sait ce que ça donne à l'hôpital de Paris-Sud, enfin, etc., etc. Où Eiffage demande, qui l'a construit, demande tous les ans le loyer augmente, on en est à je ne sais plus combien de millions, de dizaines de millions par an. Pour changer une fenêtre, c'est 30 000 balles, enfin, etc., etc. Bon. On n'est pas passé non plus par le crédit public. On a supprimé le crédit. Ça, c'est communiste. Parce que, comme travailleur dans le capitalisme, on est soumis à l'aléa du marché du travail, ou du marché des biens et services si on est indépendant, ce qui est d'ailleurs pire. Le marché des biens et services, il est pire que le marché du travail en termes d'aléa. 2, on est endetté comme travailleur. Et il faut qu'on rembourse une dette, alors que c'est nous qui produisons la valeur. Il faut qu'on rembourse. Eh bien, sortir du capitalisme, c'est sortir de ces deux choses-là. Il n'y a pas besoin de s'endetter pour travailler. Et nous avons déjà inventé la subvention de l'investissement. Les hôpitaux n'ont rien eu à rembourser, pas plus un organisme public qu'un organisme privé. Et les soignants n'ont pas soigné pour rembourser une dette, ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne soignent plus. C'est les gestionnaires qui ont pris le pouvoir. C'est les protocoles qui ont remplacé la clinique. Parce qu'il faut rembourser la dette. Non, ils soignent pour soigner, ce qui est tout à fait différent. Soigner pour rembourser une dette, soigner pour soigner. Alors c'est ce que nous avons su créer. Nous avons su créer un système de soins dans lequel les travailleurs ne sont pas endettés collectivement. Les hôpitaux n'ont rien à rembourser. Et pourtant, il y a bien un investissement. Il y a une avance d'argent. Bien sûr, pour investir, il faut avancer de l'argent. Et ensuite, cette avance d'argent va générer de la valeur. Ces travailleurs, ils génèrent de la valeur. Ce n'est pas de la dépense de santé. Ça, c'est ce que le capitalisme est dans notre tête. Ce n'est pas produit par nous, donc c'est de la dépense. Et si nous sommes assez cons pour dire dépense de santé dans notre acte, c'est dommage, d'accord ? C'est une expression entièrement aliénée. On ne dit pas dépense d'automobile. Pourtant, Dieu sait si l'autre Ghosn, Carlos Ghosn, en dépense des sous, lui, d'accord ? On dit production d'automobile. Parce que c'est capitaliste. Si ce n'était pas capitaliste, ce serait une dépense, la production d'automobile. Ça va, ça ? Quand on a compris ça, on est déjà bien libéré de notre truc, d'accord ? Et donc, cette production du soin va générer de la valeur qui va être cotisée pour financer en T+1 des investissements nouveaux qui vont générer, par le travail qu'ils rendent possible, en T+2 de la valeur supplémentaire qui sera cotisée pour, en T+2, générer de l'investissement par subvention. On a remplacé le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Au lieu que la valeur soit socialisée par des profiteurs qui ensuite nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué, c'est quand même formidable le capitalisme. C'est je te pique, je te prête ce que je t'ai piqué, tu me rembourses. Donc nous avons su faire l'inverse. C'est ça le point central. Si vous ne retenez que de ça de mon discours, je n'aurais pas perdu mon temps, je n'aurais pas perdu 40 ans de recherche pour rien, d'accord ? C'est-à-dire, les travailleurs ne sont pas des victimes dont il faut être solidaire. Arrêtons avec la solidarité avec les victimes. Arrêtons. Faisons une solidarité communiste. La solidarité communiste, c'est précisément se serrer les coudes pour produire d'une façon non capitaliste. Et ça,
c'est ce qui se fait lorsque l'on crée des hôpitaux dans lesquels les soignants n'ont rien à rembourser, dans lesquels les soignants ont un salaire à la qualification personnelle puisqu'ils sont fonctionnaires. C'est pour ça que vous avez une telle haine de la fonction publique par la classe dirigeante. Et puis, les travailleurs indépendants, les libéraux de santé, eux, ils vont être conventionnés. Et là aussi, la convention va faire une nomenclature des actes, va supprimer le marché du soin. C'est-à-dire que ça reste des travailleurs indépendants, mais qui ne sont plus dans la concurrence, qui ne sont plus dans la compétition. C'est des PME, des TPE, mais qui ne sont pas dans la compétition. Sur ce modèle-là, à Réseau Salariat, nous réfléchissons à une, pas tout seul, et à d'autres, avec la Confédération paysanne, etc., le CIVAM, etc., nous réfléchissons à une sécurité sociale de l'alimentation qui peut se construire comment. Et vous voyez, ça, il y a plusieurs questions. Comment est-ce qu'on crée un rapport de force différent? Quelles sont les transitions? Encore une fois, n'inventons pas l'eau chaude. Supposons toujours que les travailleurs organisés ont déjà été capables de produire l'alternative. Et appuyons-nous là-dessus pour aller plus loin. Et donc, une sécurité sociale de l'alimentation sur le modèle de la sécurité sociale du soin, qui est en grande difficulté aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de hausse taux de cotisation depuis 40 ans, c'est tout, c'est la seule raison. Là, nous allons créer une cotisation alimentation. Une cotisation alimentation, alors on a fait quelques calculs, le marché de l'alimentation, c'est 250 milliards à peu près. Bon. On propose une cotisation, alors c'est des calculs à la SERP, tout ça, c'est pour lancer le débat simplement, hein, le débat public, et dire, mais il y a des propositions alternatives qui s'appuient sur un déjà là, c'est pas des trucs qu'on va chercher dans une espèce d'utopie. On honore les combats passés en se mettant sur les épaules de nos prédécesseurs. Et donc, nous allons, comme ça a été fait dans les années 60, créer une cotisation alimentation à hauteur de 120 milliards. Ça fait 8% de la valeur ajoutée marchande qui est de 1400 milliards. Donc, toute entreprise va devoir, si nous gagnons évidemment sur ce projet, une entreprise qui a, mettons, 1 million de valeur ajoutée, elle aura 80 000 euros de cotisation nouvelle, qu'elle ne pourra pas payer en général. Et donc, ça va être compensé par un non-remboursement de 80 000 euros de dette d'investissement. Vous voyez, l'argent, il ne s'agit pas de piquer l'argent aux riches, il s'agit d'assécher la logique capitaliste en ne remboursant pas les dettes d'investissement. Du coup, ils vont fuir. Mais qu'ils fuient! Tous à Coblence! Nous n'avons pas besoin d'eux, ce sont des parasites. Et nous avons montré que le roi est nu dans les années 60, lorsque nous avons créé 10% du PIB. La production de soins, c'est 10% du PIB. Nous avons créé 10% du PIB sans faire appel au capital, sans faire appel au marché du travail, sans faire appel à la dette. Nous l'avons créé sur un autre mode, un mode communiste. Communiste, c'est des prémices, tout ça. Le communisme, il y en a pour des siècles à le construire, évidemment. Comme le capitalisme, il a fallu des siècles pour le construire, pour sortir de la féodalité. Nous allons sortir du capitalisme, bien sûr. Depuis 2 siècles, on a commencé. Hein, il y en a encore pour un petit moment. Peut-être que l'urgence écologique accélérera les choses, dans le bon sens, on peut l'espérer. Mais vous voyez que le projet n'est pas du tout d'inventer une utopie. Hein. C'est de partir de l'existant. Nous allons affecter, mettons, les 2 tiers de cette cotisation, donc 80 milliards, à solvabiliser la consommation d'alimentation. Chacun, la carte vitale existe, chacun aura 100 euros par mois. Une famille de 5 personnes, ce sera 500 euros par mois. Un célibataire, ce sera 100 euros par mois. Donc, toute personne, de sa naissance à sa tombe, aura droit à 100 euros par mois
sur une carte vitale. Et comme la carte vitale, elle ne pourra l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés. Et on ne va pas être con, on ne va pas conventionner Lidl, d'accord? On ne va pas conventionner Lactalis. On ne va pas conventionner Massey Ferguson. On ne va conventionner que ceux qui sont déjà sur une démarche alternative. On n'a rien à inventer. Tout est là. On a à être à la hauteur du déjà là. Vous savez, quand on devient communiste, on est à la fois très inventif et très joyeux. Parce qu'on n'est pas là à se dire « Oh, mais... » On n'est pas là à attendre le futur, vous comprenez. On a un tout autre rapport à notre passé collectif, qui du coup nous pose notre dignité collective. Parce que nous sommes les héritiers de gens qui ont conquis des choses. Vous voyez, on n'est pas voué à la solidarité avec des victimes. Il faut arrêter avec ce truc. Arrêter complètement. Et donc, nous allons du coup apporter à tous ces alternatives qui existent, hein, ceux qui produisent des outils agricoles réparables. Un outil capitaliste, par définition, il est irréparable. Il est irréparable pour qu'on n'en ait pas la maîtrise. Un travailleur indépendant, il achète des outils, mais il n'en a aucune maîtrise. C'est le producteur qui en a la maîtrise, le producteur capitaliste. Donc évidemment, si on fait une sécurité sociale de l'alimentation, on ne va pas fournir un marché public à Massey Ferguson de 80 milliards, comme on l'a fait pour l'assurance maladie, où on a fait une erreur. Où on a fourni un marché public formidable aux groupes pharmaceutiques, qui du coup ont complètement perverti l'acte de soins. Donc il faut aussi tenir compte de nos succès et de nos erreurs. Donc il faut conventionner que des alternatives qui se fournissent en outils réparables, qui ne se fournissent pas chez Bayer, qui vient de racheter Monsanto l'an dernier, d'accord, qui ne vendent pas leur lait à Lactalis, bien sûr. On va confirmer toutes les coopératives alternatives qui existent, on va confirmer tous les distributeurs alternatifs qui existent, tous les restaurants alternatifs qui existent, tous les producteurs de biens primaires, blé, farine, etc., ou élaborés, bière, vin, etc., qui existent. Il y en a des quantités aujourd'hui, hein, il y en a des dizaines de milliers, il faut maintenant que ça devienne des centaines de milliers, que nous passions de 500 000 exploitants agricoles à 1 500 000, 2 millions, c'est ça, la solidarité, d'accord? Et l'affirmation du travail vivant à la place du travail mort. Par parenthèse, c'est la seule façon de combattre le Front National. Parce que à l'origine du fonds de commerce xénophobe, il y a la peur vis-à-vis de son travail. Et tant que nous ne répondons pas à cette peur-là, on n'est pas à la hauteur. Et pour répondre à cette peur-là, qu'il y aura de moins en moins de travail, puisque, encore une fois, le capitalisme, il élimine le travail vivant, ce n'est pas une peur irraisonnée, c'est une peur tout à fait justifiée. Pour répondre à cette peur, c'est là qu'il faut une solidarité communiste, d'accord? C'est-à-dire nous battre pour instituer une production agricole qui ne soit pas l'agrobusiness et qui suppose 3 millions de paysans et non pas les 500 000 actuels. C'est ça le point. Le travail, il est infini. Tant que nous ne répondrons pas, quand nous ne prouverons pas que le travail est infini, nous ferons de la morale aux électeurs du Front National en disant quoi, vous êtes dégueulasse, vous ne voulez pas qu'on accepte 80 000, 80 000, c'est ça l'objectif, y compris des partis de gauche, hélas, demande d'asile, c'est-à-dire une goutte d'eau, d'accord? Aucun de nos partis ne propose la suppression des visas, par exemple. Vous voyez que c'est la seule solution pour qu'il n'y ait plus de drame en Méditerranée, supprimer les visas, évidemment. Et puis pour que Pardon ? Je suis d'accord, il faut supprimer le genre et la nationalité de l'état civil. C'est très important. L'état civil doit être débarrassé du genre et de la nationalité. J'en suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le débat de ce soir, mais j'en suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quand j'ai introduit ça, j'étais hors du débat de ce soir, donc je vais arrêter. Mais pour revenir
à mes moutons de départ, les 40 autres milliards, ce sera fait pour encourager cette production alternative, hein, pour verser un salaire à la qualification personnelle à tous ces producteurs alternatifs. C'est-à-dire un salaire inscrit entre 1 700 et 5 000 euros par mois. Aujourd'hui, ils sont au SMIC, difficilement. Deuxièmement, pour subventionner leurs investissements, comme on l'a fait pour l'hôpital. Pour acheter de la terre, la sortir du marché. C'est une très grosse difficulté pour les alternatifs. Vous voyez que en assumant cela, nous allons sortir l'hôpital de la merde où il est. Parce que ça ne va plus être une parenthèse dans le capitalisme, d'accord, menacée, et sur la défensive. Mais ça va être le modèle à partir duquel on construit plus largement une autre production. Et ce que j'ai dit sur l'alimentation, ça vaut pour l'habitat, hein, pour tous les lieux où l'écologie est absolument décisive, fondamentale. Enfin, il y a une urgence écologique, l'habitat, le transport de proximité, l'alimentation, l'énergie. Voilà les 4 grandes sources de problèmes écologiques. Bien, nous allons... une des voies possibles, vous voyez, c'est de multiplier les sécurités sociales sectorielles à base de cotisations interprofessionnelles, comme nous avons su le faire en 1946. Et du coup, tous ces travailleurs indépendants, toutes ces PME, toutes ces TPE de la branche alimentation ne sont plus du tout en compétition, d'accord ? Ils sont... Enfin, il y a une compétition par les prix, puisque le marché existe, le marché demeure. Moi, je suis entièrement favorable au marché, hein. Il faut évidemment sortir du marché un certain nombre de productions. On a sorti partiellement l'éducation et la santé, il faut continuer. Mais il ne s'agit pas de sortir du marché toute la production. Le marché est un allocateur utile des ressources. Moi, j'ai pas envie parce que s'il n'y a pas marché, le risque, c'est qu'il y ait attribution. Et comme attribue, je sais pas quoi, moi, 4 brioches par mois, ça m'intéresse pas, d'accord ? Donc, les propositions ne sont pas de supprimer le marché, hein, mais c'est de sortir le marché de la logique capitaliste. Et ça, nous avons commencé à le faire avec les travailleurs indépendants de la santé. Hein. Et donc, moi, je ne... Enfin, la question, ne pourrions-nous pas pleinement jouer un salaire à la qualification en laissant la production marchande au travail déshumanisé? Je suppose que vous allez dire aux robots, c'est ça? Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par travail déshumanisé, ceux qui ont posé cette question. C'est ça, oui, d'accord. Moi, je n'identifierais pas la production marchande. Enfin, la production marchande, ce n'est pas le mal, hein. Le non-marchand n'est pas anticapitaliste, je le précise clairement, hein. J'ai insisté sur le fait que les groupes capitalistes existent grâce aux non-marchands. Il n'y aurait pas Sanofi s'il n'y avait pas l'assurance maladie. Donc, le non-marchand n'est pas la réponse au capitalisme. C'est une faute de penser cela. La réponse au capitalisme, c'est le travail dirigé par les travailleurs eux-mêmes, qu'ils soient marchands ou non marchands. Le problème n'est pas qu'ils soient marchands ou non marchands, c'est pas ça le fondamental. La distinction fondamentale, c'est pas entre marchands et non marchands. Laissons ça à ceux qui pensent que c'est du côté de l'État que nous allons nous en sortir. Moi, je suis pour le dépérissement de l'État, je suis pour la désétatisation de l'État, je suis pour qu'il y ait des fonctions collectives, évidemment, mais de même que le régime général, qui est une fonction collective, socialiser la valeur au point que 45% du salaire est collectif, c'est une sacrée socialisation, et pendant des années, ça a échappé à l'État. Ça a été les travailleurs eux-mêmes
Donc nous pouvons avoir des fonctions collectives, il en faut, c'est indispensable, mais qui ne soient pas étatisées. Est-ce que la solution de proposer un revenu universel à 18 ans à tous, bon, de 18 ans à la mort, pardon, est-ce la solution, pardon? Je réponds non. Je réponds non. Le revenu universel, c'est une nécessité pour le capital. Soyons clairs sur ce... Enfin, je vais être clair sur ce point, j'espère. Le capital élimine le travail vivant. Il élimine le travail vivant, mais en éliminant le travail vivant, il élimine aussi la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire les travailleurs. Parce que seul le travail vivant produit de la valeur. Et puis, par ailleurs, il élimine la possibilité de consommer, enfin de produire un marché pour ces productions. Et donc, il a tout intérêt à ce que nous soyons tous titulaires d'un revenu de base pour assurer l'écoulement de ces productions, d'une part, et d'autre part, pour qu'on travaille gratuitement. J'ai parlé, et pour en dire vraiment le plus grand bien, de tous ceux qui aujourd'hui, souvent dans la jeunesse diplômée d'ailleurs, se battent pour des productions non capitalistes, des productions alternatives en matière d'énergie, en matière d'agriculture, en matière de transport, enfin, etc., etc. Beaucoup font ça avec le RSA. Si au lieu d'avoir un revenu conditionnel de 450 balles par mois, ils avaient un revenu inconditionnel de 800 balles par mois, mais ils bosseraient encore plus. Et ils bosseraient encore plus pour le capital. C'est ça que je voudrais bien faire entendre. Le logiciel libre, il est entièrement récupéré par le logiciel propriétaire. Les modes nouveaux de distribution, prenez, je ne sais pas quoi, la ruche qui dit oui, qui est intéressant, c'est un peu mieux que la map quand même. On n'a pas son panier de choux pendant tout l'hiver, d'accord? On peut parce qu'on utilise l'outil informatique, d'accord, pour mettre en rapport beaucoup de producteurs en proximité. Et du coup, ça maintient une diversité de ce que l'on peut acheter en permanence. Bon, c'est une invention qui est parfaitement formidable, sauf dès que le business model a été trouvé, pouf, Xavier Niel l'a racheté. C'est-à-dire que beaucoup de recherche et développement aujourd'hui est fait par des jeunes qui sont heureux d'être sur des plateformes collaboratives, comme on dit, d'être dans l'horizontale, et de produire gratuitement ce que les capitales ensuite récupèrent. Ça, c'est, encore une fois, le capitalisme a besoin du revenu universel. Parce que, ça donne un revenu lié à la personne, mais c'est un ersatz. Ce que nous avons conquis, c'est un salaire lié à la personne entre le SMIC et 5 ou 6 000 euros. Voilà ce que nous avons conquis. Lié à la personne. Pas 800 balles. 800 balles, c'est dérisoire. C'est encore une fois la capacité pour le capitalisme de récupérer toute cette production qui portée par des jeunes qui se contentent de 800 balles, va rester marginale. Le projet depuis 40 ans, il est clair, hein, c'est de s'attaquer au salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire le fait que le salaire devienne un attribut de notre personne. Au salaire à la qualification en général, et c'est pour ça que je voudrais vraiment réhabiliter le mot salaire. Le salaire, c'est une conquête communiste. Je le répète, pour tous ceux qui disent le salaire, c'est le prix de la force de travail, c'est l'institution centrale du capitalisme, c'est la subordination. Arrêtons cette litanie aberrante. La force de la classe dirigeante, ça c'est Gramsci qui nous le dit, d'accord? Gramsci, il est membre du parti communiste le plus puissant de l'Occident en
dans les années 30, le parti italien, d'accord? Il est en tôle. Il va mourir d'ailleurs, pas en tôle parce que Mussolini le libérera 3 jours avant pour qu'il meure, il meurt dans son lit, mais en fait il est mort de ses traitements très jeune, à 45 ans, un truc comme ça. Ben. Il est en tôle. Il réfléchit sur l'hégémonie. Comment est-ce qu'une classe dirigeante, comment ce salopard de Mussolini a pu l'emporter? Une classe est dirigeante, dit-il, lorsqu'elle convainc ceux qu'elle domine de son récit du réel. De son récit du réel. C'est pour ça qu'il y a un tel enjeu de l'histoire officielle, d'accord? La construction du récit du réel. Vous savez, les manuels de 4e, on me l'a montré en salle de classe récemment, en salle de prof récemment. À gauche, le fascisme hitlérien, à droite, le fascisme stalinien. Oui, ça c'est communisme et fascisme, enfin, etc., etc. Bon, l'histoire officielle. Et donc, sauf que c'est ce récit du réel que je voudrais... notre croyance... Avant que j'aborde la question de l'idéologie, je fatigue là manifestement, avant que j'aborde la question de l'idéologie et de l'hégémonie, je vais y arriver, oui. J'étais sur quoi? Comme vous suivez mieux que moi ce que je raconte. Voilà. Oui. Donc voilà. Le salaire, c'est la plus grande conquête des travailleurs. C'est pour ça que tout l'enjeu pour le patronat, c'est de le disqualifier. Et qu'il soit disqualifié dans le camp lui-même des travailleurs. Lorsque c'est la gauche qui écrit le récit dont la bourgeoisie a besoin, c'est tout bénef pour la bourgeoisie, évidemment. Si c'est un auteur de droite, mais si c'est un auteur de gauche. Ça. Or, vous avez aujourd'hui toute une disqualification du salaire, d'accord? Le salaire, c'est le prix de la force de travail. C'est l'expression de notre aliénation, etc. Pour tenir ces propos, il faut adhérer à l'idée qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire. Que le capitalisme, encore une fois, c'est un système qui génère des victimes. Et qu'en face de la bourgeoisie, il peut y avoir des rapports de force provisoires, favorables, mais que tout ça ne dure pas. Et qu'il n'y a pas de classe en train de se construire pour poser l'alternative. Ça, c'est décisif pour la bourgeoisie que nous adhérions au récit qu'il n'y a qu'une classe pour soi, comme on dit, la bourgeoisie, consciente de ses intérêts, et qu'en face, il y a des victimes. Ça, la bourgeoisie adore ce dispositif. Or, quand on fait une histoire sérieuse du salaire, on s'aperçoit de ceci. Le mot salaire, au XIXe siècle, c'est toute l'ambiguïté de la chose. Le mot salaire, c'est un mot de la langue savante. Dans le commun, on ne parle jamais de salaire. Jamais. On parle de paye, on parle de traitement pour les fonctionnaires, enfin, etc., etc. Le mot salaire n'existe que chez les savants. Marx est un savant. Et il va appeler salaire la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, il la définit très justement. C'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Reprenons un paysan FNSEA, un paysan qui est dans l'agro-business. À la Confédération paysanne, ils ne sont pas sur ce truc-là, mais un paysan FNSEA, pris dans l'agro-business. Qu'est-ce que lui laisse comme revenu le Crédit Agricole qu'il a endetté à plusieurs centaines de milliers d'euros dès qu'il a 30 ans? Lactalis qui lui pique son lait pour rien, Bayer qui lui fournit du phytosanitaire avec des prix tels qu'il lui pique aussi la valeur qu'il produit. Qu'est-ce qu'il lui laisse? De quoi être au boulot encore demain pour rembourser ses dettes, pour continuer à être la vache à lait de Bayer et de Lactalis. C'est-à-dire la rémunération capitaliste, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Les deux mots, c'est besoin et tâche.
Marx appelle ça salaire, et c'est ça toute la confusion ensuite. Lorsque le salaire va s'instituer, je vous renvoie à un ouvrage important de Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui s'appelle L'Institution du travail. C'est un sociologue du droit du travail qui a étudié le droit du travail depuis la Révolution française et qui nous dit sur le Code du travail de 1910, l'invention du contrat de travail, etc., des choses absolument fondamentales. Là, lorsque le salaire va s'instituer, au point qu'on va appeler les travailleurs des salariés, ce qui est intraduisible dans aucune langue, et cherchez à le traduire, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que nous avons vraiment inventé le salaire. Lorsqu'il va s'instituer, c'est précisément contre le prix de la force de travail. Il va s'instituer à partir de la convention collective, 1919, 37, 50, enfin, etc. Je ne vais pas faire l'histoire de la convention collective. Vous avez tout ça dans mes bouquins, donc achetez Puissance du salariat si vous voulez avoir l'histoire de tout ça. 30 € à la sortie, mais c'est le plus cher. Hein. Vous en avez à 12 €, 10 €, enfin vous avez des choses plus... Mais honorez, s'il vous plaît, la présence de vos livres hein, ici. Et donc, ce qui va être inventé par la convention collective, c'est la qualification. Le salaire à la qualification. Or, le salaire à la qualification, c'est le contraire de la rémunération à la tâche. La rémunération capitaliste, c'est toujours la rémunération à la tâche. Toujours. C'est pour ça que vous avez des CDD de mission pour les jeunes, d'accord ? Ou alors, s'ils ne sont pas très diplômés, ils vont être dans un entrepôt d'Amazon, et là, ils ont un GPS sur la gueule qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ils sont payés strictement à la tâche, à la nanoseconde, d'accord ? Donc, la rémunération capitaliste, c'est les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. C'est du pouvoir d'achat. Dès que dans nos tracts, il y a le mot pouvoir d'achat, c'est que nous adhérons à la logique capitaliste inconsciemment. D'accord ? C'est contre tout cela que le mouvement ouvrier s'organise. Pour conquérir le salaire. Et le salaire, ça nous reconnaît non pas pour les tâches que nous produisons, parce que si nous sommes payés pour ce que nous faisons, nous n'en faisons jamais assez. Ça, c'est clair. Et puis jamais comme il faut. La convention collective, qu'est-ce que c'est que la qualification ? C'est pas du tout la reconnaissance que je fais tel acte. Je ne suis pas payé pour les actes que je fais. Je suis payé pour la qualification de mon poste. Et la qualification de mon poste, ce n'est pas la mesure des actes faits. C'est tout à fait autre chose. C'est l'estimation de la contribution du poste à la production de valeur. Donc je ne suis pas payé pour ce que je fais. Je suis payé pour l'estimation de la production, de la contribution de mon poste à la production de valeur. Et la CGT, lorsqu'elle conquiert le salaire à la qualification, qui est une énorme conquête, c'est que c'est à mi-chemin. Parce que le support de la qualification, de cette abstraction, c'est indice 575. Ça ne dit pas du tout ce que je fais. Il y a bien des jours, si j'étais payé pour ce que je fais, ben, j'aurais pas grand-chose. Heureusement que je ne suis pas payé pour ce que je fais. L'invention de la qualification va aller plus loin encore dans la fonction publique. C'est la qualification de la personne. Je ne suis pas payé pour ce que je fais, je suis payé pour ce que je suis dans l'ordre de la valeur. Et ça, c'est une mutation communiste, précisément, dans le statut de la personne. Et c'est le salaire qui nous l'apporte. Et c'est pour ça que la bourgeoisie est tellement déterminée à nous enseigner et à nous faire enseigner, si possible par des gens de gauche, parce que c'est plus efficace, que le salaire, c'est de l'aliénation. Eh bien, le salaire n'est pas une aliénation, c'est ça le point central. À condition que nous nous battions, c'est ça le point, collectivement, pour que nous soyons tous, à 18 ans, qu'est-ce que c'est aller plus loin que la conquête? Déjà là. À 18 ans, tout le monde doit avoir le premier niveau de qualification et les 1700 balles qui vont avec.
tout le monde doit être titulaire à vie de 1 700 €. Avec la possibilité d'une carrière salariale. Cette carrière salariale jusqu'à 5 000 €, c'est une proposition qu'on fait à Réseau Salariat, ça peut se discuter. Quelqu'un qui a besoin de plus de 5 000 € par mois, c'est vraiment qu'il fait de la merde, d'accord? Donc, c'est Madame Muriel Pénicaud, par exemple, hein, qui, comme DRH de Danone, licencie 904. 904 qui sont à la CFDT en général, chez Danone, en plus. Donc, elle souffre, elle a du mal, c'est difficile. Alors, il faut plus de 5 000 € par mois, sinon, elle ne va pas faire cette merde, d'accord? Donc, elle va faire un licenciement boursier, puisqu'elle est chargée de ça, d'accord? Elle achète ses stocks options juste avant le licenciement, quand le cours est faible, et puis après le licenciement, le cours a augmenté, pouf, elle empoche 1 200 000 €. Hein. Nous sommes dirigés par des coquins, hein, bien sûr. Hein. Et donc, 5 000 € par mois, ça paraît raisonnable comme un rapport de 1 à 3, mettons. Hein, les salaires, un rapport de 1 à 3. Chacun est titulaire d'un salaire. Mais encore une fois, tout droit suppose aussi des responsabilités. Hein. À 18 ans, la citoyenneté est enrichie. On ne peut pas se contenter d'une citoyenneté du vote. On voit bien que tout ça est en train de s'épuiser. Le droit de vote est un droit fondamental que je défends, bien sûr. Mais laissé à lui-même, il s'épuise. On ne peut pas fonder une démocratie là-dessus. La démocratie, ça suppose que nous soyons souverains sur le travail. Et ça suppose donc que nos personnes, en tant que personnes, soient reconnues comme productrices. Et qu'en tant que personnes, nous soyons titulaires d'un salaire qui va de, encore une fois, peut-être ensuite qui sera un salaire unique dans 100 ou 200 ans, ça j'en sais rien, hein, mais proposer déjà un rapport de 1 à 3, c'est suffisamment fort pour changer la donne, disons. Mais qu'à 18 ans, on ait un second droit, hein, le droit d'être propriétaire d'usage de tout outil de travail qu'on utilisera. Ça, c'est fondamental. Et puis le troisième droit qui est de participer à toutes les instances qu'on appelle de coordination de l'activité, c'est-à-dire les caisses d'investissement, les jurys de qualification, enfin tout ce qui coordonne les activités économiques. Voilà le salaire. C'est ça le salaire. C'est le fait que nos personnes sont reconnues comme à la source de la production. Et de la production et que ça s'exprime de façon abstraite. Hein. C'est pas la tâche. Je ne sais pas quoi, je suis prof agrégé. Bon, prof agrégé, ça ne veut pas du tout dire ce que je fais. Hein. Ça ne dit rien du tout. Je suis cadre, je suis étam, je suis OHQ, je suis deuxième échelon du corps B. Ça ne dit rien du tout ce que je fais. C'est une immense conquête que d'être reconnu dans l'abstraction de notre travail concret. Alors, il est 11h20. Je vous le dis parce que c'est nécessaire de vous le dire. Ouais, bien, on va pas tarder à faire la soupe à l'oignon, ouais, je suis d'accord. Donc, il y a toute cette phase que l'on pensait faire, enfin, je sais pas, mais à 11h20, je pense qu'on va pas faire ça. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'il faut qu'on se redonne une possibilité de le faire, mais à 8h du soir, quoi, parce qu'à 11h20, ça devient plus possible. Donc on va se refaire un truc, on va se refaire. Je voudrais du coup remercier, nous remercions les camarades du PC 77 qui nous ont ouvert cette salle. Nous remercions les copains de tous les syndicats qui se sont mouillés pour que ça fonctionne. Je parle de...
Je parle du 77, puisque c'est ici que ça se passe. Donc FO, Sud, Solidaire, SNES qui a signé aussi. Je suis en train d'oublier quelqu'un. La CGT, voilà, c'est ça. 77. Donc bon, voilà, toutes ces personnes. Mais je remercie très chaleureusement aussi tous ceux qui ne sont pas syndiqués, qui sont là. Je remercie les Gilets jaunes qui sont venus. Nous voulions créer ce moment, un moment où une parole puisse être partagée, débattue ensuite, parce qu'on va débattre, je sens que ça va grincer. On va débattre à l'intérieur de nos groupes, de nos comités, de nos assemblées générales, de nos beuveries aussi, parce que c'est important. Et il faut qu'on reste joyeux autour de tout ça. Donc voilà, là, au niveau des remerciements, moi je voudrais remercier Béa, qui n'est pas là, et qui nous a fait notre super affiche quand même, c'est important. Ah oui, merci pour l'affiche, absolument. Je vais la mettre dans mon Pressbook. Oui. Dans le Pressbook. Je voulais remercier Réseau Salariat qui est venu. On s'y attendait pas du tout, ça c'était la super surprise. Oui, alors pour Réseau Salariat, si vous voulez vous associer, être tenu informé de nos activités, vous avez une petite possibilité de remplir. Là-bas. Voilà. Vous voyez Michel qui vous tend la possibilité. Vous avez quelques brochures. Et puis vous avez donc sur Nostra Blablatus ou sur le site de Réseau Salariat lui-même les 10 vidéos et le texte in extenso des 10 séances du séminaire de l'an dernier à la Bourse du Travail. Je voulais remercier aussi une petite équipe de copains que Pierre fait référence pour le film, parce qu'il va tourner quelque chose, il va monter quelque chose, et puis tous les copains qui ont monté le Facebook, qui nous permet d'être diffusé. Il y a une centaine de membres maintenant. La chaîne YouTube qui est montée, les pages WhatsApp qui nous rendent dingues, enfin tout ça. Et puis, je voulais dire... je voulais remercier les copines qui sont là parce qu'elles n'auront pas le temps d'en parler. Ce dispositif qui fait que vous avez pu vivre un moment intense de démocratie populaire, dans lesquels que l'on bouge dans nos assemblées générales, de démocratie populaire où on apprend à parler, on apprend à parler ensemble, on apprend à s'écouter, on apprend à prendre la parole, on apprend à l'écrire aussi. C'est parce que j'appartiens au GFEN et j'avais invité les copines à venir de façon à ce qu'elles puissent vous le présenter. Alors je vous invite à aller voir, il y a un site GFEN. C'est gfn.quoi.org, voilà. Ça, je ne sais jamais. N'hésitez pas à aller vérifier, à aller voir, à aller visiter. C'est tout aussi intéressant que Réseau Salariat. Voilà, je mets de la concurrence. Voilà, je vous remercie beaucoup.